Bonjour, est-ce que vous m'entendez? J'espère que vous m'entendez clairement. Merci beaucoup à vous tous. Tout protocole observé, je souhaiterais vous souhaiter la bienvenue à cet événement très important de discussion qui cherche à se pencher sur l'examen du coût humain des politiques migratoires en Afrique. Il a été vraiment difficile pour nous de s'adapter à la nouvelle donne et l'expert Kudo nous a déjà donné les modalités pour suivre la réunion. Et c'est assez différent de suivre une réunion de chez nous facilement. Durant la coronavirus, c'est toujours un moment d'apprentissage. On continue à apprendre. Ce n'est qu'une partie de nos expériences. Et bien sûr, nous allons parler de la migration qui affecte plusieurs choses, y compris le coût humain. Nous avons des personnalités éminentes parmi nous qui vont faire leur présentation et qui ont une bonne compréhension de la problématique. Nous allons parler de la migration. Nous avons le docteur Mahalita Desse, professeur à temps partiel du Centre des politiques migratoires, du Centre Robert Schuman d'études avancées au sein de l'Institut universitaire européen, Sabelo Bokassi, chef de la division du travail, de l'emploi et de la migration au sein de l'Union africaine. J'aurai le privilège et bien sûr l'honneur d'être le modérateur et participant à cette réunion. Je souhaiterais vous souhaiter la bienvenue à cet événement. Les premières minutes seront dédiées au test pour mieux utiliser cette plateforme. Si jamais vous avez des problèmes techniques, cela fait partie de notre expérience d'apprentissage. Sur ces mots, j'aimerais rapidement présenter les travaux entrepris par mon institution et je vais expliquer pourquoi nous sommes intéressés par ce thème, à savoir le coût humain des politiques migratoires en Afrique. Notre institution devrait travailler dans la paix, la sécurité, le développement et les questions de la gouvernance en tant qu'universitaire et en tant qu'acteur politique. Avec ce mandat en tête, il y a l'éducation de la paix, le dialogue politique et l'agenda de services communautaires. Ceci nous mène à traiter les 4 piliers en même temps. Comme je l'ai déjà dit, nous avons des intervenants de qualité parmi nous. Je vais tout d'abord appeler M. Bruce Mokaya Orina, chef de délégation du CICR, de faire l'allocution d'ouverture. Excellence, je vous donne la parole. Merci, Dr. Jonas, pour ces remarques d'ouverture. J'aimerais également remercier tous les participants du continent et au-delà. C'est un honneur et un privilège de faire partie de cette discussion qui arrive à un moment opportun et qui cherche à examiner le coût humain des politiques migratoires en Afrique. Des mesures qui devraient endiguer
les flux migratoires. Je suis désolée, l'orateur ne parle plus. Je reprends. Il y a donc des impacts d'envergure différente en termes de santé, l'accès aux services d'éducation. Nous avons également témoigné dans bon nombre de pays que les flux se sont arrêtés avec l'absence de protection des migrants. Bien qu'on reconnaisse ces situations, c'est l'absence de protection, il faut s'assurer qu'il y a une approche basée sur le droit humain afin que les migrants jouissent pleinement de leurs droits et ainsi avoir accès aux services de base de santé et d'éducation. Je dois féliciter les actions prises par notre institution et je suis également fière d'être le chef de délégation en charge de la migration. Le travail de l'Union africaine et l'engagement de cette institution ainsi que celle des États africains démontrent que dans bon nombre de pays, des conditions, des défis existent. L'Union africaine a pris ce sujet à cœur afin de faire des avancées dans le domaine. Je dirais que ce webinaire est organisé à un moment opportun pour mieux échanger sur les pratiques qui existent et partager également les défis qui existent dans plusieurs de nos pays. Ceci nous permet de trouver des solutions appropriées et fournir la protection et l'assistance aux migrants. Finalement, je dirais que tout cela est fait pour le respect de la vie des migrants, pour mieux les protéger au niveau des frontières et au-delà. Il s'agit également de respecter la vie des migrants tout en prenant des mesures administratives, bien qu'on soit dans une situation difficile. Je ne vais pas rentrer dans les détails qui seront repris par mes collègues, mais j'aimerais saisir cette opportunité pour vous remercier d'avoir organisé cet événement, mais également de reconnaître le partenariat et la collaboration qui existent entre nos deux institutions. Je vous remercie tous et je vous souhaite des délibérations fructueuses. Merci, Monsieur Bruce Mokaya Orina. Votre discours nous permet de démarrer Joël, je vous donne la parole. Merci, Dr. Jonas. Merci, Bruce. Comme j'ai des soucis de connexion Internet, je ne vais pas mettre la vidéo, mais je vais continuer avec ma présentation. Très bien.
Est-ce que vous pouvez voir ma présentation? Très bien, merci. Merci de m'avoir donné l'opportunité de présenter la perspective du CICR et de la situation humanitaire des migrants en Afrique aujourd'hui. Je vais commencer par une note en expliquant la définition adoptée par le CICR pour définir un migrant et qui est considéré en tant que migrant, tout en reconnaissant qu'il n'y a pas de définition universelle. Je vais brièvement présenter l'approche du CICR de la migration. Je vais mettre l'accent sur l'aspect protection en lien avec les routes migratoires en Afrique. Un petit mot également sur son impact à la COVID-19 et brièvement, je vais présenter quelques points concernant les réponses du CICR en Afrique. Comme je l'ai déjà dit, il n'y a pas de définition universelle du mot migrant et cette définition varie d'une institution à l'autre, d'un pays à l'autre. Nous définissons un migrant en tant qu'une personne qui se trouve en dehors du pays d'origine. Cette définition est assez large, comme vous pouvez le remarquer. Ces migrants peuvent être des étudiants, des travailleurs, des étrangers dans une situation irrégulière vis-à-vis le cadre juridique du pays dans lequel ils habitent. Les réfugiés, les migrants, la définition des migrants inclut les réfugiés, les demandeurs d'asile, les personnes apatrides et des personnes qui ont besoin de protection spéciale selon la loi internationale. Cette définition assez large est intentionnée. Ce sont des personnes, les migrants sont des personnes qui quittent leur pays en recherche d'une meilleure vie. La motivation de la migration peut varier. Beaucoup d'entre eux deviennent vulnérables le long de la route migratoire. Et là, ils ont besoin d'assistance et de protection spéciale. Pour le CICR, notre approche à la migration est la suivante. Il s'agit d'un effort de mouvement effectué en coordination et en partenariat et en complémentarité avec d'autres composantes de mouvement. Il s'agit des sociétés de la Croix-Rouge, du Croissant Rouge, ainsi que la Fédération des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge. Nous travaillons en partenariat et en complémentarité avec ces institutions. L'approche est strictement humanitaire dans le sens où nous ne prenons pas parti, le CICR ne s'associe pas au groupe politique et met le migrant au centre de son approche. Par exemple, on ne prend pas en considération le statut juridique du migrant. En tant que mouvement, notre organisation n'encourage pas la migration et ne décourage pas non plus la migration. Il s'agit d'assister les migrants tout en reconnaissant que cette vulnérabilité est vraiment différente suivant l'étape de migration, que ce soit au niveau du transit ou dans le pays de destination. Les vulnérabilités diffèrent suivant les étapes de migration. Pour le CICR, notre domaine d'expertise va être détaillé un peu plus tard. Je vais essayer de souligner le travail fait envers les migrants au niveau de lorsqu'il y a la détention
au moment de la migration, ainsi que le dialogue bilatéral concernant la protection de ces migrants dans le pays de destination. Je vais maintenant passer à la situation humanitaire des migrants en Afrique et je note que nous reconnaissons que la majorité des migrants, à savoir 80% des flux migratoires en Afrique, sont internes au sein d'une même région ou même au sein de régions différentes, disons de l'Afrique de l'Est à l'Afrique de l'Ouest. Nous reconnaissons également que certains des migrants africains se font vers le Moyen-Orient ou l'Europe. Cela implique que l'importance du dialogue sur la protection est primordiale. Le dialogue peut inclure des acteurs africains, mais beaucoup d'autres. Concernant les politiques migratoires, les acteurs au-delà du continent africain ou au-delà des pays africains peuvent avoir un impact sur le dialogue qui se fait au niveau du continent. La plupart du temps, les migrants transitent dans les pays en situation de conflit armé. Et leur situation peut être difficile et les vulnérabilités augmentent. Tout au long de leur itinéraire, ils sont abusés par différents acteurs non étatiques ou étatiques et certains perdent le contact avec leurs membres de famille et peuvent également disparaître, soit parce qu'ils sont malades ou soit parce qu'ils n'ont pas eu accès aux services de soins de santé. On peut avoir des situations différentes auxquelles les migrants peuvent faire face, et spécifiquement en lien avec l'accès aux services de base. Ces services peuvent ne pas être accessibles aux migrants, peuvent être inexistants. Et cette situation peut être difficile aux migrants qui ont peur à accéder à ces services de peur d'être arrêtés. Ceci ne leur permet pas d'avoir accès à ces services de base qui pourraient sauver leur vie. Une autre préoccupation à souligner est l'accès à un itinéraire sûr qui garantirait leur protection. La plupart d'entre eux font face à la traite, le plus souvent parce qu'ils passent le long d'un corridor qui est affecté par des conflits armés. Là, ils auront besoin d'une protection spéciale établie au niveau international. L'accès aux services de base est également une préoccupation pour nous. La séparation familiale, la disparition des migrants est également problématique. Les migrants n'anticipent pas le risque de séparation avec l'un des membres de leur famille et là, ils perdent contact avec ces derniers. Ils perdent leur numéro de téléphone, ils oublient les numéros de téléphone, ils perdent leur téléphone, ils arrivent à un endroit où il n'y a pas de connectivité. Dans ce sens, la connectivité est cruciale pour les migrants pour éviter ce problème de séparation avec les membres de famille. Les membres de famille sont le plus souvent arrêtés, les convois sont séparés. C'est pour cela que la connectivité est indispensable le long de leur trajet. J'aimerais également clarifier que les migrants disparaissent puisqu'ils font face à des difficultés le long de leur trajet, des endroits où il y a des conflits armés ou parce qu'ils passent dans des environnements hostiles comme des déserts, des endroits éloignés. Tout cela
Il y a une autre personne qui parle en même temps que moi. Est-ce que vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît? Merci. Les migrants peuvent également passer à travers les déserts, les régions éloignées. Ils sont donc isolés, ne peuvent pas avoir accès aux services. Ils peuvent également être dans une situation qui mettrait leur vie à risque. Dans cette situation où les migrants disparaissent, on peut énumérer plusieurs raisons comme la peur d'être arrêté, la peur d'être incarcéré, etc. Tout cela accroît la vulnérabilité des migrants le long de leur trajet. Le manque de contact avec les membres de contact peut être également une raison à la disparition des migrants. Une autre préoccupation dans ce domaine est l'accès aux services. Comme je l'ai déjà mentionné, les migrants deviennent de plus en plus invisibles. Plus il existe de restrictions de mouvement, l'accès aux services de base est moindre. La plupart du temps, ces migrants se cachent et les acteurs humanitaires ne peuvent pas les identifier et ces derniers deviennent dépendants sur les services irréguliers, à savoir les passeurs. Ils deviennent invisibles lorsqu'ils utilisent des routes non identifiées. Ceci est une préoccupation parce que tout cela accroît leur possibilité de disparaître, accroît également la possibilité d'avoir accès aux services de base. Un autre point important est la durabilité des rapatriements. Nous savons qu'il existe des programmes de rapatriement volontaires. Quelquefois, ces migrants sont obligés de retourner chez eux. La durabilité de ce programme de rapatriement est également une préoccupation. La plupart du temps, ils ne veulent pas retourner vers leur pays d'origine puisqu'ils n'ont pas accès aux services auxquels ils ont besoin, à savoir les services de soins de santé, l'assistance psychologique. Il y a également d'autres facteurs différents qui jouent dans ce cas. Là, je vais souligner l'impact des politiques migratoires sans pour autant spécifier l'impact dans un pays donné. L'impact ne met pas l'accent sur le besoin de protection. La plupart du temps, il y a un impact sur la liberté de mouvement, y compris dans les pays qui prônent le mouvement libre au sein de leur pays. Ceci a également un impact sur les mouvements traditionnels, à savoir la transhumance, le mouvement des groupes pastoralistes dans la région du Sahel. Là, on a affaire à une migration circulaire qui est en lien avec le développement économique des populations. Les politiques, ces types de politiques migratoires peuvent affecter, toucher les mouvements migratoires traditionnels. Ceci accroît également la vulnérabilité des migrants et accroît leur vulnérabilité et ainsi l'accès aux services de base. Ceci accroît également leur proximité aux passeurs, aux trafiquants, et ceci les mène à des exploitations et à des risques. L'instrumentalisation et la politisation de l'aide, particulièrement où la migration devient politisée avec la disponibilité des fonds pour les institutions qui travaillent dans le domaine de la migration. Là,
le besoin de la mise en œuvre des outils politiques devient capital. Je vais essayer de parler un petit peu de l'impact du coronavirus sur les préoccupations humanitaires liées à la migration, spécifiquement liées au retard humanitaire, au retard des évacuations, les mouvements des restrictions, les restrictions des mouvements. Tout cela a créé des situations où les migrants sont dans une situation donnée pour un délai beaucoup plus important. Nous avons des migrants bloqués au niveau des frontières. Voici donc les mesures qui ont été prises pour pour contenir le coronavirus. Nous avons également des préoccupations liées au principe de respect du non-refoulement dû au processus de protection des migrants. Ceci n'a pas été pris en considération durant les déportations ou au moment du refoulement. La perception et l'accès, la perception des migrants aux services essentiels a changé du fait à différents points de vue qui ont été présentés aux migrants, et les migrants sentent que ces services peuvent ne pas être sûrs, et l'accès aux services essentiels a été largement affecté. Pour le CICR, je vais mettre deux aspects de riposte. Cette présentation va juste se pencher sur les domaines d'expertise. D'abord, je vais parler du dialogue bilatéral. With state authorities or other authorities. Selon le principe, bien sûr, de non-refoulement et selon aussi les principes et les démarches de demande d'asile. Et bien sûr, dans le contexte de la pandémie COVID-19, j'ai souhaité souligner cet aspect du dialogue, mettre un accent sur cet aspect, surtout que dans la plupart des réponses de la riposte de COVID-19 se concentre sur l'endiguement des migrations. Et ceci donc rend encore plus important de protéger donc les canaux de demande d'asile. Une partie importante de notre dialogue serait de prioriser les vies, sauver les vies, surtout autour de la mer Méditerranée. Par ailleurs, donc accroître les canaux juridiques sécurisés pour la migration, préserver l'espace humanitaire et répondre et non pas favoriser les objectifs d'endiguement en matière des efforts liés à la diplomatie humanitaire. Un autre aspect de ce dialogue porte sur la prévention des séparations entre familles et des disparitions. Il s'agit donc d'adopter des politiques qui vont contribuer à cette prévention de séparation des familles et de migrants disparus. Et ceci va donc beaucoup porter sur les efforts diplomatiques en matière d'humanitaire, donc appuyer des décideurs politiques qui seront par le CICR, qui vont également considérer donc cette approche-là, sans oublier donc l'objectif 8 du Pacte mondial sur la migration. Oui, pourrais-je vous demander 3 à 5 minutes afin de pouvoir échanger là-dessus. Jusque-là, votre présentation est tout à fait brillante. Merci. J'en ai que pour une diapo.
Et on pourra bien sûr commencer le dialogue. Oui, toujours sur le travail du CICR en matière de prévention des disparitions et des séparations tout au long des chemins migratoires. Il s'agit avant tout de chercher à rétablir le contact entre membres de la famille ou garder les liens, le contact entre membres de la famille, avec notamment une sensibilisation sur les risques de séparation. Très souvent, les migrants ne sont pas toujours sensibles aux risques imminents de séparation, que ce soit dans le pays de départ, un système une campagne de messages tout au long, et de sensibilisation tout au long des chemins migratoires, appuyer dans les efforts de réunification des familles, notamment au sein des sociétés nationales, toujours garder le contact tout au long des mouvements divers de ces migrants. Il existe d'autres outils comme le réseau des liens familiaux, qui est donc un réseau du CICR qui travaille justement sur la question de maintenir le contact au sein des familles, et ensuite l'initiative Trace the Face qui propose un outil aux membres de famille afin de pouvoir chercher des images du membre de famille disparu. Nous allons également, dans cette démarche de prévention des disparitions, dans certains cas, donc répondre aux besoins des familles des migrants disparus, ce qui est le cas au Sénégal notamment. Et puis par ailleurs, nous allons également appuyer donc les autorités forensiques pour la bonne gestion des migrants décédés et appuyer donc notamment en matière du cadre juridique et des démarches qui s'en suivent. Malheureusement, je n'ai pas le temps pour rentrer en détail en la matière, mais je souhaite souligner l'idée suivante qui vous est invisible, malheureusement. Voilà pour l'initiative Trace the Face qui permet une recherche visuelle. Nous avons donc un répertoire ou une base de données d'un grand nombre d'images de personnes recherchées par les membres de leur famille à travers le continent. Alors, pour référence, je vais citer donc une bibliographie des documents utiles, notamment une première publication du CICR sur la protection des migrants dans le contexte de la pandémie COVID-19, un autre document CICR sur les recommandations concernant des camps inclusifs, toujours dans le contexte de la pandémie. Le deuxième commentaire général du CICR sur l'objectif 8, notamment donc, du pacte mondial sur les migrations. Merci. Et puis, bien sûr, bienvenue à toutes vos questions par la suite. Merci infiniment. C'était tout à fait très détaillé, très informatif, à commencer par la définition même, l'essence même de ce qu'on considère être la migration, le fondement, les dynamiques autour de cette définition. Et ceci est un contexte très solide qui nous permettra justement de guider nos échanges au fur et à mesure qu'on puisse. Et puis bien sûr, aujourd'hui, nous sommes très bien accompagnés. Professeur Mahari qui est avec nous, qui va être le prochain intervenant. À vous, le professeur Mahari. Vous nous entendez? Le docteur Mahari? Est-ce que vous nous entendez, docteur Mahari? En attendant la connexion du docteur Mahari, ce genre de choses arrive souvent dans les webinaires. Donc, en attendant, je vais donc inviter M. Sabelo Mobokazi, chef de la division du travail, de l'emploi et de la migration au sein de l'Union africaine. Votre Excellence, êtes-vous présent? Vous voilà. Et je pense que le docteur Mahari est aussi de retour. Allez-y. Bonjour. Bonjour à tous. Et merci infiniment, Jonas, pour cette invitation. Merci à l'Institut IPSS pour cette invitation. J'aimerais également remercier les intervenants qui m'ont précédé.
Je suis très content que certaines des problématiques que nous abordons depuis un certain moment, aujourd'hui, sont à l'affiche. J'aimerais souligner certains points saillants afin de mieux orienter la discussion toujours sur le principe ou la thématique qui est celle d'analyser le coût humain de la migration. Qu'entendons-nous par coût humain et comment est-ce que ceci est illustré sur notre continent et quand les migrants de notre continent quittent leur région ou carrément le continent. Deuxièmement, j'essaie également de réfléchir à haute voix sur pourquoi ce coût humain est si élevé. Quelle est donc l'ampleur de ce coût? Quel est le coût sur les migrants? Troisièmement, j'aimerais donc revenir sur ce qu'on peut faire à cet égard. Quelle devrait être notre démarche en tant qu'Union africaine, que communauté économique régionale ou encore divers acteurs tels que le CICR, voire l'Institut IPSS, des centres de recherche et de formation. Donc, comment faire ensemble de faire évoluer cette situation qui est celle du coût humain des politiques migratoires. Donc, pour commencer, de façon générale, quand on évoque le coût humain de la migration, très souvent, on parle de migrants décédés ou disparus. Donc, même si le coût va bien au-delà, la terminologie coût humain, avec le mot humain, souvent, a tendance à pointer du doigt les décès et les disparitions. Pour parler en chiffres, certaines prévisions, nos estimations montrent qu'il y a environ 35 décès par semaine. Donc, on compte 35 migrants morts par semaine depuis 2014, selon les estimations. Et au-delà de 13 000 ou 30 500 décès par an, très souvent, ces migrants décèdent donc en transit ou sur le chemin, et certains également une fois arrivés à destination. Je cite certains pays, le Yémen, l'Arabie saoudite ou encore des pays européens comme l'Italie qui connaît un nombre de décès très élevé au niveau des frontières. Ces décès sont souvent dus à des conditions climatiques extrêmes, des accidents, des tirs aux frontières ou encore la déshydratation, la famine et j'en passe. Mais dans tous les cas, il y a un nombre très élevé de décès hebdomadairement. But even in countries that are developed in border areas, this happens. Most often, there are also some. Il y a également certains pays qui génèrent des migrants. Donc, par exemple, un pays où les citoyens, comme les migrants, décèdent de façon très importante pour des raisons différentes et sans doute dues à l'implication de passeurs de migrants sur les chemins, sur les routes de migration. Il y a également toute une typologie d'attaques physiques, de torture, de violences sexuelles, de viol, ou encore des migrants qui peuvent être victimes d'attaques d'animaux sauvages, selon où ils se trouvent, notamment en Afrique du Sud. Il y a également donc, le marché des organes, le marché clandestin des organes.
également donc des systèmes d'extorsion financière par les passeurs. Il y a des agents, des fonctionnaires qui sont également impliqués dans la corruption. Il y a donc plusieurs coûts supplémentaires, plusieurs incidences sur des pertes humaines, au-delà donc des conditions de santé. Et la plupart de ces problèmes, généralement, concernent ces migrants-là qui se retrouvent coincés à un endroit. Par exemple, il a été question récemment de migrants qui sont coincés, des migrants provenant de l'Afrique de l'Est qui se retrouvent coincés au Yémen et en Arabie Saoudite. Il y a notamment autour des frontières du Yémen. Et la plupart de ces migrants ont été forcés de payer une somme très importante par jour afin de pouvoir accéder à des services de base face aux autorités établies de facto autour des frontières, leur permettant de traverser les frontières et accéder en Arabie Saoudite. Ces migrants-là qui ont réussi à passer les frontières se retrouvent aussi dans des conditions de vie extrêmement difficiles, des conditions de santé très à risque dans un contexte de pandémie et de Covid-19. Les conditions d'hygiène et sanitaires sont à déplorer. Et il est donc très important aussi de se focaliser sur ces aspects-là. Donc, il faudrait, de façon très précise, donc, analyser la situation de ces migrants sous attaques diverses et la migration en général. Donc, les déplacements sont donc des conditions tout à fait exacerbantes en temps de Covid-19 et de propagation du virus. Il faudrait également souligner les soucis de santé mentale. Et le coût des migrations en général, bien sûr, aujourd'hui, a quadruplé du point de vue humanitaire, du point de vue des migrations forcées et encore des déplacements, mais aussi en cas de pandémie, un contexte qui change la donne. Ceci dit, il existe des aspects tout à fait positifs à la migration, autrement. Mais globalement, aujourd'hui, il est établi que les migrations sont souvent forcées dans le monde aujourd'hui et dans plusieurs pays, y compris sur le continent africain. Mais comme il s'agit d'étudier le coût humain des migrations, je vais donc m'attarder sur le coût qui est lié à la perte de vie, des attaques physiques et des problèmes de santé mentale et ainsi de suite. Je pense que plusieurs points ont déjà été soulevés par le collègue du CSR et de façon excellente d'ailleurs. J'aimerais la féliciter pour ça. J'aimerais poser la question suivante. Pourquoi est-ce que ce coût humain est si élevé? La première réponse, et je pense et ceci a été indiqué dans les remarques d'ouverture, les politiques d'environnement strictes qui ont été imposées assez tôt et surtout depuis 2015, notamment en Afrique du Sud, depuis 2006-2007, l'endiguement de la migration à travers la pénalisation de la migration ou encore des limitations des frontières a bien sûr donc eu un impact sur le coût humain de la migration. Des réseaux criminels qui s'intéressent surtout, qui ont également affecté. Il s'agit de réseaux de criminels très sophistiqués, des réseaux qui, ayant commencé au niveau local aujourd'hui, se retrouvent au niveau régional, qui s'agrandissent et qui deviennent plus puissants. By many countries in Europe,
but also in Africa, some countries in Africa, is a challenge also. It has increased the human cost, because by increasing restriction to access asylum, especially those who are forced to flee and they don't have any other choice, then they don't have those kind of luxury to choose which route, which destination, which transit, and so on and so on. And as a result, they have to take those kind of risky, dangerous, fatal routes of migration. And this is on top of the border, restrictive border control that were imposed. In some countries, the welfare policy of once they arrive also, the welfare policy could also contribute to human cost. If it is not a good welfare policy, generous one, people can die, migrants have died. There are several research that show welfare policy can contribute to the deaths of migrants once they arrive, especially children, young girls, and so on. They may die out of various reasons, but the policy protection of migrants is not sufficient enough to protect them from death. In some cases, network for migrants, especially family and kin community support from migrants, reduces the human cost in many ways. Deaths has reduced where migrants use existing network of their kin community, family members, and so on and so on, and it allows them to mitigate some of the risks that they face on the routes, and it helps them to take those journeys. Now, if we talk about this in general, and also if we look at some of the implications of this, then you will see that we need to focus on state responsibility. The primacy, which was mentioned earlier also, the primacy of state responsibility for migrants. Migrants are human beings, and human rights are for human beings, bare minimum basics. And the state where migrants are responsible for that. And the responsibility is a minimum one. They can go beyond that, but at least the protection of human rights, basic human rights, is a must. So states have, and we have to squarely put that the primary responsibility to protect migrants lies on states. That includes their, if they wish, the right to return, free movement, the right to return to their countries of origin. And so the states of country of origin have responsibility, first, to provide decent livelihood and protection for their citizens so that they are not forced to migrate out of their will. What we want to encourage is mobility where it is voluntary and legal. Voluntary, that the person who is moving is not forced out of their will, and at the same time that such kind of... Pour s'assurer que cette personne se déplace à son gré. En même temps, non seulement nous voulons promouvoir la mobilité, mais nous voulons que la traite, les flux irréguliers soient minimisés, que ce soit qu'il s'agisse d'un mouvement interne, d'un déplacement interne, et cette responsabilité doit être celle de l'État, à savoir de l'État qui accueille les migrants en transit et le gouvernement du pays de destination. Cela concerne une partie des migrants. La situation est claire pour les migrants. Il faut également se pencher sur les principes de base, à savoir respecter le droit humain de base. Les pays de transit ont leur part de responsabilité.
Ceci émane de la responsabilité primaire de l'État. Il s'agit d'assurer le droit humain des migrants. Les pays de destination doivent respecter les droits de l'homme minimum de ces migrants. Maintenant, pour ces points critiques, il y a eu des aspects délibérés de mettre l'accent sur ces points. Nous devrions agir la première chose et de mettre le droit de l'homme au centre des actions de riposte à la migration. Les droits de l'homme ont disparu des discours de migration de façon délibérée. Les institutions de droits de l'homme, des institutions qui travaillent sur la protection comme le CICR, des institutions de gouvernement doivent mettre l'accent, doivent s'associer à la communauté internationale et d'autres acteurs et mettre la protection au centre de la migration. Le droit de l'homme a été dénié aux migrants. Et ce point est très important. Il faut que le droit de l'homme soit au centre des politiques et des actions. Deuxième chose, mettre l'accent sur les trajets non méditerranéens. La plupart des décès, la plupart des coûts économiques et sociaux ont lieu au niveau de cette route migratoire, que ce soit au niveau du Golfe ou du Yémen. On a affaire à des centaines de milliers de déportations chaque année. Ensuite, la façon dont les migrants sont traités est inhumaine. Tout cela est un rappel, puisque il n'y a pas assez d'énergie ou de ressources allouées à ces efforts qui consistent à faire respecter les droits humains des migrants. Ainsi, les actions d'intervention doivent être différées suivant les pays, à savoir les pays de destination, les pays de transit ou les pays d'origine. Les pays d'origine permettent les poursuites des violations des droits de l'homme. L'Arabie saoudite, Qatar, les Émirats arabes unis en sont des exemples. Et il faut que ces différents trajets prennent en considération des difficultés auxquelles les migrants font face. Il ne s'agit pas d'oublier ces flux migratoires. Si vous considérez le coût au niveau de la Méditerranée, on a affaire à un coût très élevé. Ceci puisque l'Union européenne a travaillé beaucoup dans le domaine de la diplomatie des flux migratoires et beaucoup de ressources ont été allouées à cet effort. Donc, il nous importe de mettre l'accent sur ce coût humain. L'approche de la cause profonde a été également abandonnée. Cette cause profonde a été mise à l'avant depuis 2005 par l'Union africaine avec la mise en œuvre de la politique migratoire africaine. Pourquoi est-ce que le développement est important? Nous savons que de par les recherches entreprises, que bien sûr, nous savons que ce sont ceux qui ont les moyens qui ont le pouvoir. À un moment donné,
on se rend compte que le niveau de survie diffère suivant le niveau de revenu. On peut parler, par exemple, d'un point particulier et il s'agit de l'écart entre le niveau de vie des jeunes Africains, du niveau de vie recherché par les jeunes Africains et le niveau de vie actuel. Et cet écart est très élevé. Là, il y a un besoin de combler cet écart. Moins il y a d'écart, moins on aura affaire à la migration, à la traite et à la violation des droits de l'homme. L'approche de la cause profonde adoptée par l'Union africaine est la meilleure pour assurer le développement aux migrants. Le dernier point que j'aimerais soulever est celui de plaider auprès de nos gouvernements, de nos pays, que les gouvernements enfuient leurs responsabilités en matière de protection des migrants. Lorsqu'il y a une attaque terroriste envers les migrants, cette nouvelle est largement diffusée. Lorsque les pays d'origine violent les droits de l'homme, essentiellement dans une situation où nous avons affaire à plusieurs déplacés internes, que ce soit en Éthiopie ou au Nigeria, ces nouvelles ne sont pas partagées. Il y a un manque de redevabilité. Cette question de redevabilité des gouvernements africains dans les pays d'origine, dans les pays de transit ou de destination, que ce soit au niveau des frontières ou ailleurs, y compris en Afrique du Sud, est un sujet très important. Il y a également cette question de partage de responsabilités. Jusqu'alors, des efforts quantifiables ont été enregistrés au niveau du continent africain. Les réfugiés ne sont pas comptabilisés dans les systèmes nationaux comme des pays comme l'Ouganda ou l'Éthiopie, ou qui accueillent plus d'1 million de migrants. Pour cette raison, le fardeau de responsabilité devrait être partagé. Pour assurer ce partage, il faut être capable de quantifier, de les quantifier et de mesurer l'impact sur l'environnement, sur le tissu social, etc. Dernier point, concernant la redevabilité. Et l'accent qui devrait être mis sur le discours politique que nous menons. De plus en plus, faut-il considérer l'aspect de prévention, de la mobilité non conseillée, de la traite et du déplacement, que ce soit interne ou externe. Et là, introduire la question de redevabilité pour mieux protéger nos citoyens. Que l'État soit démocratique ou pas, la redevabilité est essentielle. En même temps, nous devrions assurer la promotion de la bonne mobilité de façon et ainsi respecter le cadre juridique du pays d'origine et du pays destinataire. Ainsi, on pourra assurer des progrès dans le domaine du tourisme, de l'éducation et du développement. Je vais m'en arrêter là. Et un peu plus tard, si le temps me le permet, je vais essayer de détailler un dernier point. Merci beaucoup pour cette présentation et pour le respect du temps imparti. Ces 3 piliers nous ont aidés à mieux comprendre la situation. Et Docteur Marie, merci beaucoup pour votre présentation. Je vais maintenant
repartir vers mon frère. Votre Excellence, est-ce que vous m'entendez? Docteur Sabelo? À vous la parole. Merci beaucoup. À vous, Docteur Jonas. Monsieur Bruce, qui a fait son allocution d'ouverture. Chers collègues, associés à cette réunion qui se penche sur l'examen du coût humain des politiques migratoires en Afrique. Chers collègues, mesdames et messieurs, la Commission de l'Union africaine est ravie de contribuer à cette discussion. J'aimerais remercier les collègues qui se sont exprimés avant moi et qui ont facilité la discussion. Le premier intervenant, Joël, le docteur Marie, qui ont établi les bases de discussion sur la philosophie de la migration et qui ont cadré nos discussions. Ils ont fourni un bon aperçu du discours de la migration. Merci encore une fois, chers collègues. Vous avez fait un travail remarquable. Je vais donc essayer d'être bref. Comme vous avez déjà présenté un aperçu général de la situation et vous nous avez vraiment cadré la discussion sur la mobilité de façon éloquente. Vous avez également mentionné l'impact du coronavirus sur les flux migratoires. Le docteur Marie a essayé de définir le coût humain de la migration. Pour ma part, je vais essayer de présenter ce qu'est en train de faire l'Union africaine de façon à mieux gérer ces défis. Monsieur le Président, chers collègues, permettez-moi d'énumérer 5 points, brièvement. Tout d'abord, je vais parler de la migration et de sa prévalence. Deuxièmement, je vais parler des solutions préconisées pour la migration irrégulière. 3, je vais me focaliser sur les données sur la migration et les recherches. Ensuite, je vais parler de la coopération internationale et de l'engagement interétatique en matière de migration. Finalement, je vais parler de la migration de la main-d'œuvre et les types d'intervention que l'Union africaine préconise à cet égard. Tout d'abord, concernant la gouvernance de la migration, de façon à pouvoir trouver des solutions à ces défis, il faut qu'on ait des politiques. Nous avons adopté des politiques adoptées par les États membres. Il s'agit du cadre politique de la migration qui fournit un cadre utilisé de façon à pouvoir considérer des options politiques pour mieux appuyer les États membres et ainsi trouver des solutions aux points pertinents
énumérés auparavant. Il s'agit de réduire les vulnérabilités auxquelles les migrants font face dans les pays d'origine, de transit et de destination. Vous savez que la question de migration et de mobilité est une préoccupation politique émergente dans les pays membres. Lorsque nous avons entrepris une évaluation, nous nous sommes rendus compte que certains de nos États membres n'ont pas de politique. Ici, il s'agit de renforcer les capacités des États membres. Nous allons vers ces pays et nous fournissons des appuis techniques en mettant à disposition des ressources pour ces pays. Lorsque les ressources existent, nous essayons de développer un cadre politique national pour la migration et nous fournissons également des appuis en termes d'arrangements institutionnels au sein des pays afin qu'ils aient la capacité de trouver des solutions aux défis. Voici l'une de nos interventions en matière de gouvernance de la migration. C'est un point très important pour les États membres. Nous essayons également de les appuyer, d'organiser des formations sur la gouvernance des migrations. Voilà ce que nous faisons au niveau des États membres. Mesdames et messieurs, Monsieur le Président de session, j'essaie de vous donner les points clés. Je vais passer au deuxième point, à savoir les interventions considérées pour la migration irrégulière. Dans ce domaine, plusieurs questions ont été posées. Que fait l'Union africaine en la matière? Par exemple, en Libye, en Méditerranée, que fait l'Union africaine? Par exemple, je vais mentionner une initiative phare intitulée l'effort conjoint sur la situation migratoire en Libye. Ce groupe spécial essaye de consolider les efforts. Nous avons compris que cet effort ne peut pas être entrepris seul. C'est un effort avec des partenaires comme l'Union africaine, les Nations unies et plus particulièrement l'OIM, HCR qui font partie de cet arrangement que nous appelons un groupe spécial tripartite. Tous ces partenaires exploitent leurs avantages comparatifs, utilisent leur expertise et en Libye, ils ont pu appuyer les migrants bloqués en Libye. Il s'agit d'une initiative phare où l'Union africaine joue un rôle critique avec un engagement politique. Voici donc l'effort qui est fait par l'Union africaine qui consiste à appuyer les migrants en Libye. Cet effort est mené par des personnalités de qualité et l'une des interventions consiste à rapatrier les migrants dans un endroit sûr. À travers ce projet, nous avions pu établir avec le concours de plusieurs États membres d'assurer le transit des migrants vers des endroits sûrs, à savoir le Rwanda. Ça a été fait également au Niger et certains des migrants qui ont été rapatriés
ont pu être accueillis dans ces centres fournis par le gouvernement du Rwanda. Mesdames et messieurs, pour trouver des solutions à la migration irrégulière, nous avons établi une initiative intitulée Union africaine Corne de l'Afrique, qui consiste à regrouper les pays de la Corne de l'Afrique qui nous appuient à mieux définir les politiques, mais aussi à définir les interventions qui devraient nous aider à lutter la traite humaine qui se manifeste dans cette région de la Corne de l'Afrique. Pour renforcer ce domaine de lutte contre la traite humaine, l'Union africaine est en train de développer des politiques qui devraient être prêtes d'ici la fin de cette année. Nous sommes également en train de développer une politique intitulée la traite des migrants. Tout cela va contribuer à mieux appuyer les États membres à avoir des options politiques, des propositions de politique afin de mieux lutter contre la lutte de la traite au niveau du continent africain et ainsi mieux appuyer cette initiative. Sous ce thème, nous travaillons également dans le domaine de la réintégration, réadmission. Nous travaillons particulièrement avec l'Union européenne afin d'assurer la participation des pays européens. Comme cela a été mentionné auparavant, pour assurer l'adhérence au respect du droit de l'homme. Mesdames et messieurs, permettez-moi de présenter ce qu'on est en train de faire en matière de recherche et de collecte de données. Comme vous le savez, les États membres œuvrent pour la mise en place des centres de migration. Au Maroc, nous travaillons pour l'instant à l'opéralisation d'un observatoire de migration qui consiste à collecter des statistiques qui seront utilisées à améliorer les politiques au niveau du continent africain. Ceci va mettre l'accent particulièrement sur le travail de collecte d'informations concernant la migration en partenariat avec l'Union européenne, Interpol, pour mieux lutter contre la traite. Comme vous le savez, ce phénomène augmente d'une année à l'autre. Mesdames et messieurs, j'aimerais également mettre l'accent sur la coopération internationale et les mécanismes interétatiques. Nous avons ce mécanisme puisque la migration requiert le dialogue et l'échange des idées, l'échange de bonnes pratiques. Nous avons ce qu'on appelle le PAFO, le Forum panafricain pour la migration en Afrique, où interviennent les États membres et tous les partenaires qui travaillent dans le domaine et toutes les parties prenantes qui travaillent dans le même domaine. Une rencontre annuelle est organisée. Il s'agit d'une plateforme de dialogue
organisée au niveau continental. Au niveau mondial, nous travaillons étroitement avec l'Union européenne. Il s'agit d'un dialogue entre les deux continents concernant la migration et la mobilité. Il s'agit d'un dialogue, d'une plateforme de dialogue pour l'Afrique et l'Union européenne. Nous parlons de la migration de la main-d'œuvre, de l'harmonisation des politiques, particulièrement mettant l'accent sur la migration de la main-d'œuvre. Voici les domaines clés dans lesquels nous travaillons afin de mieux engager les autres continents. Dernièrement, je vais parler de la migration de la main-d'œuvre. Vous avez peut-être remarqué que durant le coronavirus, l'un des domaines considérés est l'espace alloué à la main-d'œuvre et au travail. L'Union africaine et notre département des affaires sociales mènent à bien la préparation de politiques afin de mieux appuyer les États membres concernant la migration de la main-d'œuvre. Nous fournissons des programmes de renforcement de capacité aux inspecteurs du travail pour la protection de la main-d'œuvre et du travail et ainsi promouvoir le travail décent. Lorsque les personnes se déplacent vers le lieu de travail, nous parlons de normes internationales à respecter au lieu de travail. Nous nous engageons avec d'autres régions, comme les États du Golfe, l'Union européenne, pour une meilleure protection des migrants de travail. Mesdames et messieurs, j'avais pensé que ma présentation se pencherait sur la problématique de la migration de la main-d'œuvre en Arabie Saoudite. On doit être pratique. Peut-être que la question qui se pose est la suivante. C'est bien de parler de ces politiques, mais il faut également réfléchir sur l'utilité de ces efforts. Est-ce que la coopération internationale nous aide? L'Union africaine a dressé le tableau de la situation en Arabie Saoudite lorsque certains des migrants, des travailleurs migrants étaient assujettis à des vulnérabilités. Lorsque cette lettre a été publiée par le président, nous avons reçu une personne qui est un médecin du Nigeria qui habite en Arabie Saoudite. Il a écrit à l'Union africaine et l'une des choses qu'il a énoncé est que je suis un médecin. J'ai témoigné et observé les femmes africaines en Arabie Saoudite. Leurs circonstances sont difficiles. D'ailleurs, sa lettre a été envoyée suite à la publication de la lettre du président de l'UA qui présente la position de l'Union africaine concernant la migration de la main-d'œuvre. Il nous dit que les femmes en Arabie Saoudite sont violées de façon au quotidien par leurs parents, leurs proches. Même quand elles ont des contrats. La plupart tombent malades et meurent dans le foyer de leur employeur. La plupart n'ont pas accès aux services de soins de santé.
il a même des recommandations. Il nous dit qu'il ne faut pas permettre la migration des femmes. Voici sa position. Ceci, il nous encourage à décourager le déplacement des femmes africaines vers les pays moins rémunérés dans ces pays du Moyen-Orient, puisqu'elles font face à des défis dans ces pays. Permettez-moi de lire cette lettre. Il s'agit d'une lettre datée du 13 septembre 2020, une lettre assez récente. Monsieur le Président, merci de m'avoir donné le temps de faire la présentation. Merci. Merci infiniment, mon frère Sabelo. Donc, merci donc pour cette approche à la fois intellectuelle et très humaine de la question. Comme il a déjà été cité, on a cherché à définir la migration et comment est-ce qu'on peut justement formuler une riposte, comment gérer cette problématique. Et mon frère et collègue Mahari l'a très bien souligné. Et enfin, quels sont les aspects pratiques d'un point de vue institutionnel d'après les démarches et les principes qui ont déjà été définis. Donc, merci beaucoup, Sabelo. Et qu'est-ce qui est fait par IPSS? En effet, donc, cette problématique liée à la migration, aujourd'hui, nous comptons autour de 5 projets, dont le premier, qui est donc fait en coopération avec l'Allemagne, deuxièmement avec l'IGAD, de telle façon à véritablement chercher des réponses à cette véritable tragédie humaine. Parce que, afin de pouvoir utiliser la connaissance au service de la société, des besoins des citoyens, et vraiment l'objectif qui nous guide. Donc, je vous remercie infiniment. Je commencerai avec 2 questions qui nous ont été transmises. Premièrement, de la part de l'institution intitulée Communauté internationale Baha'i. Voici la question. Je vous la lis comme suit. Le fait d'investir en matière de développement humain aurait été plus rentable sous plusieurs angles afin que les gens ne cherchent plus à quitter chez eux de façon forcée. Il y a également le dilemme en matière d'investissement contre l'encouragement ou les efforts pour rendre plus sécurisés les couloirs migratoires. Ensuite, comment est-ce qu'on peut procéder à ce que les pays deviennent sécurisés pour les citoyens afin que ces derniers puissent y habiter et jouir de leurs droits les plus fondamentaux. Donc, cette question nous vient de la communauté internationale Baha'i afin qu'on puisse y réfléchir ensemble avant que je ne procède à la deuxième question qui nous vient de Chalo Demessé. Qui aimerait répondre? Joël, allez-y. Oui, concernant les risques de séparation entre migrants et leurs membres de famille. Oui, Joël, malheureusement, on vous entend très mal. Est-ce que vous pourriez ajuster le son? Très bien, c'est déjà mieux. Alors, je pourrais répondre à une partie de la question posée. Alors, en ce qui concerne l'amélioration de la connectivité, c'est-à-dire les liens entre membres de familles de migrants, tout le travail, les efforts qui sont menés
pour lutter contre les disparitions et maintenir tout contact est quelque chose qui vient donc après, une fois que la migration a été déclenchée. C'est-à-dire qu'à ce stade-là, nous n'allons pas interagir sur les migrants, avec les migrants sur le pourquoi de leur décision, par simple définition de l'approche en question. Et puis, deuxièmement, même sur ces couloirs migratoires qui sont très isolés, très difficiles d'accès, les migrants, néanmoins, continuent à entreprendre ces chemins très risqués. Et voilà pourquoi les actions préventives restent primordiales. Comme on le dit, on va chercher à prioriser les vies et éviter aussi que les familles soient dispersées. Et donc, la prévention est toujours plus utile à ce stade. Et pour rajouter une observation, cette action de prévention et ces activités liées menée par le CICR tout au long des couloirs migratoires est toujours donc menée de façon transparente et en communication constante avec les autorités nationales, lesquelles autorités sont donc toujours au courant de ce qui est en train d'être fait. J'espère que ceci répond à la question concernant le dilemme entre la prestation de services pour éviter les séparations des familles et d'un autre côté rendre plus sécurisés les couloirs. J'espère que ceci répond à cette question sur le dilemme. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est très limpide, tout comme je me tourne vers le docteur Mahari. Il a été question avec lui tout à l'heure de réfléchir aux origines fondamentales, aux causes des migrations, et puis demander également quelques instants pour pouvoir compléter ces réflexions. Donc, docteur Mahari, vous aurez donc quelques minutes en plus. À vous. Docteur Mahari, êtes-vous là? M'entendez-vous? Donc, la collègue du CICR l'a très bien exprimé. Donc, il ne me restera simplement que d'évoquer l'aspect pour l'Afrique. Donc, les causes sont très importantes, c'est-à-dire il s'agit des problèmes ainsi que des opportunités. Donc, concernant le continent africain, on a souvent évoqué la responsabilité de l'État, une responsabilité qui doit être soulignée et dite haut et fort d'emblée. Et voilà pourquoi nous continuons à indiquer que la migration, finalement, est un problème de nature développementale. Il s'agit d'une question économique, d'une question de droits humains. Et ceci, d'ailleurs, s'inscrit dans le programme d'intégration de l'Afrique. Il s'agit d'une composante, tant qu'elle est bien gérée, très importante à ce programme d'intégration. En Afrique du Sud, ou encore en Libye, ou ailleurs sur le continent, nous l'avons constaté à plusieurs reprises, il est important que les pays africains, les États membres, ne devraient pas se contenter de signer et de ratifier les documents à Addis Abeba pour les ignorer tout aussitôt dès le lendemain. La mise en œuvre est encore plus importante et il y a beaucoup d'efforts à mener à cet égard. Il y a également des trous juridiques en matière de droits humanitaires et droit international. Le CICR, bien sûr, va toujours chercher à jouer son rôle, mais il y a beaucoup à faire, notamment pour ce qui est de mettre la pression sur des pays européens, par exemple, qui vont donc faire appel à des milices, notamment, donc plusieurs forces de facto dans des centres de détention. Et c'est une situation donc très difficile parce que la redevabilité et la transparence sera
impossible à exiger tant qu'il s'agit de forces qui sont en dehors du système étatique. Et le CICR continue à avoir le mandat et les ressources justement pour mettre cette pression. Et j'en dirais de même pour l'Union africaine. L'Union africaine œuvre, bien évidemment, mais beaucoup est à faire. Nous avons jusque-là raté plusieurs coches. À titre d'exemple, je vais vous parler de ces centres de détention qui sont gérés en Afrique du Nord, là où des agences de contrôle de frontières, des agences européennes se voient donc déployer leurs agents en Afrique du Nord pour venir continuer à endiguer les mouvements. Et ceci aussi fait poser la question de la souveraineté étatique, mais il s'agit qu'on continue à rester dans un état d'esprit panafricain, de faire en sorte que les politiques d'autres pays ne devraient venir donc contredire les politiques et mesures panafricaines qui, de plus en plus, ouvrent les frontières et permettent la libre circulation des personnes entre pays dans le même continent. Donc, il faudrait qu'on mette l'accent là-dessus. Deuxièmement, deuxième domaine qui, à mes yeux, mériterait plus d'attention, il s'agit de la question non seulement de l'internationalisation de l'aspect de la migration, mais aussi de sa localisation, parce qu'ultimement, la migration est une question domestique, locale, et voilà pourquoi la collègue du CICR indiquait que même avec la connaissance du niveau de danger dans ces couloirs migratoires, et je pourrais même vous citer un exemple où des femmes migrantes auraient porté sur elles des pilules contraceptives quand elles se dirigeaient vers des pays comme l'Arabie saoudite pour éviter de tomber enceinte, connaissant donc les risques de viol notamment et ensuite les grossesses qui pourraient en découler. Et donc, il y a là une preuve d'un certain niveau d'information. Il faudrait qu'on travaille aussi sur le changement de comportement. Malheureusement, on n'entend plus le Dr Mahari. Il faudrait qu'on s'intéresse beaucoup plus au changement de comportement et non plus à la simple sensibilisation. Merci infiniment, Dr Mahari. C'est très bien expliqué. Nous avons pu répondre à deux questions. Nous avons deux questions très complexes. Docteur Sabelo, y a-t-il un pays qui prendrait en compte les besoins des migrants à ce jour? Voilà une question qui nous vient de Chalo Demse. Deuxième question, qui est également liée à ce sujet, Dr Dorothy Mugema, de l'Université au Zimbabwe. Une question qui se destine à Joël. Quelles sont les mesures qui ont été prises par le CICR pour protéger les migrants ayant besoin de protection internationale ou d'asile pendant cette crise COVID-19? Cette question nous vient de Daniel. La pandémie COVID-19 a exacerbé le coût humain des migrations. Comment donc l'UA riposte aux situations des migrants au Yémen ou en Arabie Saoudite pour protéger leurs droits et leur bien-être? Donc, on va donc commencer par son Excellence Sabelo Mbokazi. À vous. Merci. Merci, Onas, pour ces questions. Merci aussi à ces collègues qui ont posé les questions. Comme les collègues l'ont souligné, l'un des principes de base de l'Union africaine serait d'encourager les États membres à chercher et pallier aux causes principales de la migration. En effet, la migration est aussi une question de nature, est une question de développement. Alors, la personne qui va se poser la question, est-ce que je voyage ou je migre, et non pas d'être sujet à
un déplacement forcé. On se pose bien sûr la question comment on en est arrivé là, à cette situation catastrophique que l'on témoigne en Libye, en Arabie Saoudite. C'est bien parce que les migrants cherchent à survivre, à subvenir à leurs besoins, et ceci n'a pas été possible dans leur pays d'origine pour plusieurs raisons. Voilà pourquoi, dans le contexte des droits humains, encore le contexte et de pouvoir proposer des alternatives politiques. Nous œuvrons en ce moment à proposer des mesures de protection sociale pour ces migrants, que ce soit dans les pays de destination de ces migrants, afin qu'on puisse s'y étudier l'infrastructure de protection sociale de ces travailleurs migrants. Les données aujourd'hui démontrent qu'il y a, surtout auprès des jeunes migrants, des tout jeunes migrants qui se retrouvent éparpillés dans les États du Golfe ou encore le Moyen-Orient ou encore dans les pays européens. Et la question portant sur le bien-être des migrants, y a-t-il un pays en Afrique qui va donc proposer une protection sociale, mais aussi, en tant qu'Union africaine, nous avons également lancé une thématique d'études sur la migration et la santé qui va définir les propositions politiques ayant attrait à la santé et la migration, afin que les migrants puissent accéder aux services de santé à tout moment. La règle d'or étant d'être prestataire de services de santé avant même qu'on nous pose la question, avant même que le besoin ne se manifeste, que ce soit pour un migrant ou encore un clandestin ou un migrant régulier. Donc, afin de pouvoir confronter ces défis liés aux migrants, surtout en période de transit ou encore dans ces pays de destination. Merci. Merci beaucoup pour cette réponse très riche et très nuancée. J'espère que ceci répond justement à la question posée. Il y avait une autre question provenant de Hassani Amada. Je viens d'une île au sein de l'océan Indien, des Comores. J'ai également été ancien élève de l'Institut IPSS. Félicitations et bienvenue chez vous. Bon. J'habite aujourd'hui en île Maurice. Les Comores aujourd'hui connaît un grand nombre de migrants provenant de l'Afrique de l'Est, des migrants qui souhaitent se rendre à Mayotte, qui est donc une île des Comores française. Y a-t-il des données sur ce mouvement particulier? Avez-vous déjà travaillé avec le gouvernement des Comores en la matière? Je travaille dans le domaine de la sécurité maritime et la situation au BOC à Djibouti concernant la migration vers le Yémen. Quelles sont les solutions recommandées à ce stade? Donc, Votre Excellence, voici donc des questions qui ont été dirigées à Joël. Joël, à vous. Merci beaucoup. Je commencerai par la question précédente, une question qui a été posée par Daniel, si je ne me trompe pas. Merci. Concernant les demandeurs d'asile et d'autres migrants ayant besoin de protection pendant la pandémie Covid, je ne parlerai pas de mesures en tant que telles, mais j'évoquerai plutôt le dialogue et les tentatives d'influence sur des politiques existantes. Le CICR intervient dans l'espace de dialogue bilatéral à plusieurs niveaux, à travers les sociétés nationales, avec les autorités nationales.
Et surtout en temps de Covid, et comme je l'ai indiqué tout à l'heure, il y a eu donc plusieurs restrictions de mouvement et des contraintes plus exacerbées au niveau des frontières. Donc pour le CICR, il a été important de rappeler le principe de non-refoulement et de garder les procédures pour ces personnes-là qui sont demandeurs d'asile ou qui ont besoin de protection, afin que l'accès leur reste disponible, surtout au moment de traverser les frontières. Nous avons également entamé des dialogues sur les retours forcés, les déportations, et nous avons fait appel aux États afin que ces derniers n'aient pas recours à des rapatriements forcés, mais plutôt encouragent les retours volontaires. Maintenant, quand il s'agit de ces retours, même dits volontaires, il est important de veiller à ce que la coordination soit optimale, de façon particulière à veiller à prendre en compte le contexte de Covid. J'aimerais donc parler des conditions de détention de ces migrants. Le CICR donc est en dialogue aussi avec les États sur ce sujet-là, et par personnes à protéger, on entend également bien sûr les demandeurs d'asile, mais aussi les réfugiés. Pour la deuxième question, je doute avoir une réponse bien faite, mais je commencerai par dire que non, nous n'avons pas encore une base de données telle qu'elle. D'ailleurs, je ne sais pas ce qu'on pourrait considérer être une base de données à ce stade, mais évidemment, il existe des bases de données multiples. Je ne suis pas sûre de comprendre de quelle base de données vous parlez. Pour ce contexte bien particulier, la réponse serait non. Évidemment, nous sommes tenus de suivre de très près à travers nos bureaux et nos délégations en Somalie, au Kenya, à Djibouti et au Yémen, concernant la situation des migrants qui vont donc quitter l'Afrique de l'Est vers Yémen et les États du Golfe. Merci. Merci. Y a-t-il un commentaire rapide à formuler? Je pense que Dr Mahari cherche la parole. Vous avez 30 secondes. Il y a encore eu un autre commentaire qui nous est adressé. Et avant cela, Dr Mahari, vous cherchez à prendre la parole. Êtes-vous en ligne? Y a-t-il autre chose? Très bien. Je pense qu'il est toujours connecté. Merci, Dr Jonas. Merci, Joël. Merci beaucoup. Les réponses ont été très, très utiles. States do, including policy issues. Right, so this is just a final question, I would say, because I'm left with only 5 minutes. I must stop at 12 noon. So any one of you to comment on that final question from Bezawar, which relates to economic activities and employment and migration nexus? Sabelo can take up, or Joel can take up, any one of you, or Mahari if he's around still. Anyone coming out? Yes. Thank you very much for the question.
it's a pertinent question. It speaks to the drivers of migration, particularly the irregular migration, but it also was emphasized earlier on that migration also is a developmental issue. And therefore, the issues of labor and employment, these are the issues that we are grappling with in terms of the development of the policies. For instance, we have a policy area that focuses on productivity. Quand on parle des options politiques et de productivité au sein d'un État membre, après, nous cherchons également donc à mettre en œuvre des politiques concernant le travail informel et sa reconnaissance. Mettre l'accent sur le secteur informel, lequel secteur qui, en réalité, qui est très important. C'est là où un grand nombre de personnes restent actifs, productifs et maintient ces personnes employées de façon stable. Et c'est aux États membres de reconnaître qu'il faut de façon plus importante de ce secteur informel. Et puis pouvoir appuyer ces travailleurs informels. Ceci aurait comme conséquence d'atténuer les migrations clandestines. Pour parler d'avenir, quel sera donc l'avenir? Et c'est là où l'Union africaine essaie d'intervenir, c'est-à-dire proposer davantage d'appui en matière d'emploi et dans le secteur informel, bien sûr. Nous avons déjà pu témoigner de la preuve des contributions en matière de dans le milieu de l'emploi par ce secteur informel. Merci beaucoup. Voici donc une question. Bon, j'ai une question donc en tant qu'éditeur principal, éditeur en chef d'un journal en Angleterre. Comment donc limiter les migrations irrégulières? Est-ce que vous pourriez en dire plus? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Aujourd'hui, nous considérons plusieurs partenariats pour voir comment on peut propager les renseignements, notamment des informations qui sont basées sur l'évidence et les preuves portant sur la migration irrégulière notamment. C'est un domaine qui exige énormément d'efforts et nous en sommes bien conscients. Merci beaucoup. Merci. Il est désormais temps de chercher à synthétiser le contenu de notre dialogue de façon très prudente. Merci infiniment à chacun. Nos délibérations continuent et à l'instant, j'aimerais commencer par remercier le CICR pour un partenariat excellent. Et merci aussi à tous ceux qui donc se sont joints à ce webinaire pour y participer activement. Merci à l'Institut IPSS, merci à Rubia Leti qui donc rendu ce webinaire possible. Je chercherai aussi à remercier toutes et chacune qui ont participé donc à l'organisation de ce webinaire. Sachez que l'Éthiopie fête son nouvel an 2013 et de ce fait, chacun est désormais plus jeune de 7 ans. Donc, continuons ce même dynamisme et à bientôt. Merci.
Merci infiniment. Thank you, everyone. Merci Mahari, merci Joël. Merci beaucoup.